Radio Grand Lac. Écoutez-nous, on est là pour vous. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac, 92.fm ou radiograndlac.com. Et je suis toujours avec Vincent. Bonsoir Vincent. Bonsoir Kevin, et puis bonsoir à tous nos auditeurs qui j'espère seront de plus en plus nombreux à nous écouter. Oui, et du coup on salue quand même Guillaume qui n'a pas pu être là ce soir, mais qui reviendra la semaine prochaine. Il est en tournage, mesdames et messieurs, avec, je n'ai pas le droit de le dire, mais c'est soit... Mais ça va faire un grand bruit, ça va faire deux... Ah oui, oui. C'est soit Catherine Zeta-Jones, soit, qu'est-ce que je pourrais dire, Julia Roberts. Non, c'est ni l'une ni l'autre, mais voilà, il est en tournage. Et pourquoi pas C'est la magie du cinéma, on peut tout imaginer, et on peut rêver comme ça. Ah ben le jour où Catherine Zeta-Jones ou Julia Roberts tournent en Auvergne-Rhône-Alpes, alors là normalement on devrait être au courant, normalement déjà. Oui. Et puis en même temps, j'espère qu'on aura l'opportunité, comme on l'a fait d'ailleurs pour d'autres éminents personnages, maintenant on peut le dire, puisqu'on a reçu Patrice Lecomte la dernière fois. Oui. Et voilà, donc ça serait très très sympa, évidemment. On peut pas passer à côté de ça. Il faudra mener l'interview en anglais, par contre. Alors je te laisserai la parole, parce que à mon avis tu es plus doué que moi. Je me débrouille. Eh bien écoutez, le programme de la soirée va être très simple. Comme d'habitude en première partie, nous allons parler des sorties de la semaine. Encore une fois, une semaine très 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 légère en termes de sorties. Alors il y en a un petit peu plus, mais voilà, on sent quand même que... Je ne sais pas si c'est le festival de Cannes, même si là il est terminé, mais si Cannes vampirise un petit peu toutes les sorties et tout ce qui est distribution de films, ou est-ce que tout simplement on n'arrive pas à la fin de l'embouteillage de sorties américaines et que du coup on arrive à un résultat où il y a beaucoup moins de sorties par semaine. Bon, du coup, puis ça peut pas être toujours à fond comme ça l'a été, hein, parce que c'est vrai qu'on a été sacrément bien gâtés. Oui. Je trouve, et donc à un moment donné, il faut aussi que qu'on reprenne un peu souffle. C'est vrai. Et en deuxième partie, évidemment, on reviendra sur nos avis des sorties de la semaine dernière. Alors pour le coup, il y aura qu'un seul avis. Ce sera le mien sur Furiosa, Mad Max Story. Restez bien à l'antenne parce que je pense que je n'ai pas le même avis que tout le monde. Le film divise. Et à juste titre, j'ai envie de dire, mais on reviendra. Moi, je suis très intéressé d'entendre ta version de comment tu as perçu ce film, parce que effectivement, de prime abord, ça semble plutôt un blockbuster efficace. Mais moi, je pense qu'il y a matière aussi à pouvoir critiquer ce genre de film également. Donc, on attend avec impatience ton jugement. Il y a matière à débat, c'est le moins que l'on puisse dire. Et puis enfin, on fera un focus en dernière partie d'émission pour revenir sur le palmarès de Cannes. On va vous parler du festival en général, vous délivrer quelques anecdotes, nos palmes préférées aussi, par exemple, ou des palmes un petit peu méconnues, mais qu'on souhaiterait quand même remettre en avant. Et bien, tout ça, évidemment, pour clôturer le chapitre Cannes très important du mois de mai de chaque année. Et là, on peut dire que la cérémonie, cette année, on va dire, le Festival de Cannes s'annonçait grandiose. Au final, si on écoute les critiques, c'était pas génial. Bon, voilà. Puis moi, ça marquait dans ma période d'adolescence, ça marquait en fait la fin de l'année scolaire, parce que évidemment arrivé et Roland-Garros pour l'événement sportif, et puis le festival de Cannes, donc déjà ça sentait bon les vacances, et il y avait un petit côté comme ça plutôt sympa. Oui, et puis alors là c'est vrai que là on enchaîne, festival de Cannes, Roland-Garros, Euro 2024, JO. En fait, je comprends finalement pourquoi il n'y a pas tant que ça de sorties dans les salles. C'est que peut-être que les gens sont occupés ailleurs, mais nous ici, on va vous parler cinéma et on va vous dire qu'il y a quand même de belles choses à découvrir à partir de demain au cinéma. La première sortie, je te laisse y aller, Vincent. Ouais, ok, donc c'est Abigail. Je pense que ça se prononce comme ça, il me semble. C'est sorti, ça sort aux Toiles du Lac à Aix-les-Bains et au Pâté à Chambéry, de Matt Bettinelli-Holpin et Tyler Gillette, avec Melissa Barrera, Dan Stevens et Alicia Ware.
Le synopsis est le suivant. Suite au kidnapping de la fille d'un puissant magnat de la pègre, un groupe de criminels amateurs pensait simplement devoir enfermer et surveiller cette jeune ballerine afin de pouvoir réclamer une rançon de 50 millions de dollars. Retirés dans un manoir isolé, les ravisseurs commencent mystérieusement à disparaître les uns après les autres au fil de la nuit. C'est alors qu'ils découvrent avec horreur que la fillette avec laquelle ils sont enfermés n'a rien d'ordinaire. On écoute un extrait. Eh oui. Vous avez l'habitude. On ne donne pas son nom, on ne donne pas d'infos. Et on donne son téléphone. À qui elle est, cette gamine? À un homme très riche qui va se retrouver avec 50 millions en moins. Je suis là pour qu'il t'arrive rien. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Abigail. Tu peux m'appeler Joey. Tu as des enfants? Voilà, donc un film d'horreur. Alors, je vous avoue que j'ai pu le voir en avant-première vendredi dernier. Alors, donc je vous en parlerai un petit peu plus la semaine prochaine. J'étais assez intrigué parce que officieusement c'était un remake de La Fille de Dracula. Ah, La Fille de Dracula, qui est un classique de Universal Monsters de 1900. Alors là, je crois, si je ne m'abuse, je crois que c'est 1933 ou 34. Ça me semble être effectivement très vieux. Voilà. Ça pourrait être ces dates-là, ouais. Oui, ou si ce n'est 33-34, ou alors non, ça doit être plutôt 1940. 1940. Ouais, mais j'aurais peut-être dit 37, 36, 37. Ouais, c'est dans ces eaux-là. C'est dans ces eaux-là. C'est dans les années 30. Et du coup, ce postulat de base s'explique parce que le personnage de d'Abigail, cette petite fille, du coup, va se révéler être une vampire. On le sait très très rapidement dans le film, et du coup, inévitablement. Ça va pas être pareil de enfermer, voilà. Kidnapper un vampire, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors c'est assez fun, hein. C'est plutôt bien réussi. Par contre. C'est pas effrayant, mais ça cherche pas à l'être. Hein. C'est vraiment plutôt dans le côté fun, gore, amusant dans ce genre-là. Quoi. Et j'ai repéré que dans la bande son qu'il y avait le doublage de la voix de Samuel L. Jackson, il me semble. Parce qu'il y a l'acteur Giancarlo Esposito. Voilà. D'accord. Et aussi, on a. C'est pour vous dire à quel point ça renvoie au Dracula de Universal, c'est que le film commence sur l'ère du lac des cygnes. Donc voilà, ça renvoie bien au Dracula de Bela Lugosi, il n'y a pas de problème. Souvenir. D'ailleurs, la prochaine bande-annonce, c'est pas souvenir, mais c'est Memory. Memory. Alors Memory qui sortira donc au cinéma L'Astrée à Chambéry et au cinéma Victoria à Aix-les-Bains, de Michel Franco avec Jessica Chastain, Peter Sarsgaard et Merritt-Weather. L'histoire de Sylvia qui mène une vie simple, structurée par sa fille, son travail et ses réunions des alcooliques anonymes. Pourtant, ses retrouvailles avec Saul bouleversent leur existence, réveillant des souvenirs douloureux que chacun avait enfouis jusque-là. J'aurais aimé vous passer un extrait de bande-annonce, mais le film ne sera proposé apparemment qu'en VO sous-titré. Donc c'est pour ça qu'il est dans les salles d'auteurs et qui sera réservé au cinéma Astrée et Victoria. Mais bon, voilà, un petit retour de Jessica Chastain. Moi, c'est une actrice que j'apprécie énormément. Donc je suis peut-être tenté d'aller voir ce film. Voilà, ce drame. Ouais, ça a pas l'air. Ça a l'air pas mal, oui. Enfin, il y a quelque chose qui peut être attirant. Alors, je vais peut-être annoncer le prochain. Puisque c'est un film coréen. D'accord. C'est comme tu veux. Hein. Je te laisserai celui d'après. D'accord. Du coup, il y a un film coréen qui sort juste au Victoria à Aix-les-Bains, c'est Greenhouse. Là, rien tellement de Coréa jusque-là. Voilà, jusqu'ici tout va bien. Tout va bien. Mais du coup, c'est réalisé par Sol Hui Lee avec Seo Hyung Kim, Jae Sung Yang et So Yo Han. C'est l'histoire d'une aide-soignante à domicile, Moon Jong, qui s'occupe avec bienveillance d'un vieil homme aveugle et de sa femme. Mais quand un accident brutal les sépare, tout accuse Moon Young. Elle se retrouve à devoir prendre une décision intenable. Donc un thriller coréen, comme j'ai envie de dire, ils le savent si bien les faire. J'ai très très envie de voir ce film, puisque on peut le dire que on a à peu près un film coréen qui sort par mois en France. Généralement, c'est les meilleurs. Bon, c'est le filtre à la française, hein. C'est-à-dire que ceux qui arrivent à parvenir jusqu'à chez nous, ils sont de très bonne qualité. Et du coup, oui, c'est très très rare qu'on ait un mauvais film coréen en France en salle. Et là, j'ai envie de dire que ça s'annonce plutôt bien ficelé, donc j'ai assez envie de le voir. Autre sortie, vas-y. Autre sortie, Salem, donc qui sort à l'Astrée.
de Jean-Bernard Marlin avec Dalil Abdou Rahim, Oumar Mouenjié, Wallen El Garbaoui. C'est pas mieux que le coréen, je crois. Djibril est un jeune Comorien des Sauterelles, un quartier difficile de Marseille. Il est amoureux de Camilla, une gitane du quartier rival des Grillons. Lorsqu'elle lui apprend qu'elle est enceinte, Djibril lui demande d'avorter pour ne pas déclencher une guerre des clans. Mais l'assassinat d'un ami de Djibril sous ses yeux va embraser les deux cités. Traumatisé, Djibril sombre peu à peu dans la folie. Il est persuadé qu'une malédiction s'est abattue sur le quartier et décide de garder à tout prix son enfant. Pour lui, seule sa fille pourra les sauver du chaos. On écoute un extrait. Les histoires avec les mecs des Grillons, mais tu es dans leur quartier. Des gadgets, il y en a 1 million. Tu es la honte de la famille. Tu es une gitane de merde. Tu es avec nous ou tu es avec eux en vrai? Je suis avec vous, moi. Mais je sais pas, faut le prouver ça. Lui, c'est ton gadget. Mon copain vient de me marier. Regarde le signe de ton collègue sur ton t-shirt. Oh, ça cause du mec m'a dit les mots et tu veux te marier avec lui. Rien fait, frère, tu comprends pas ou quoi? Cet enfant va pas être comme les autres. Voilà, thriller urbain. Voilà, c'est un peu Roméo et Juliette, c'est vrai. Version quartier de Marseille, non? Bah, un peu finalement comme avait fait Baz Luhrmann avec DiCaprio et Claire Danes. Voilà. Roméo plus Juliette, c'est-à-dire voilà. Et entre parenthèses, c'était aussi le sujet du film que moi j'affectionne tout particulièrement, dont on a déjà parlé. West Side Story, voilà, évidemment. Tout à fait. Voilà. Bon, après, le mythe de Roméo et Juliette a été tellement réutilisé. C'est un mythe universel et qui est indémodable. C'est vrai. Alors, autre sortie, cette fois encore, comme Salem, c'est seulement au cinéma Astrée à Chambéry, c'est Une autre vie que la mienne, de Malgorzata Zumowska et Michal Englert, avec Malgorzata Ajouska, Johanna Kuling et Jacek Brasiak. Voilà, c'est vrai que ce soir, voilà, on a un niveau de difficulté. On fait comme on peut. Bien évidemment, on s'excuse. On s'excuse si une quelconque personne du casting nous a entendu et qu'on a écorché son nom. On s'excuse bien malencontreusement. Une autre vie que la mienne, c'est l'histoire d'Andrei, bon mari et jeune père dans une petite ville de Pologne, de plus en plus mal à l'aise dans son corps. Il tente de trouver sa véritable identité dans un pays passé en 3 décennies du communisme au capitalisme. L'histoire de quelqu'un à qui on interdit d'être soi-même. Ce sera donc à retrouver juste au cinéma l'Astrée à Chambéry. Et pour finir, une dernière sortie, Vincent. La Belle de Gaza aussi à l'Astrée, de Yolande Zoberman. Elles étaient une vision fugace dans la nuit. On m'a dit que l'une d'entre elles était venue à pied de Gaza à Tel Aviv. Dans ma tête, je l'ai appelée, la Belle de Gaza. Voilà, c'est un documentaire qui a fait l'objet d'une séance spéciale au Festival de Cannes actuel. Donc, ils l'ont ressorti assez rapidement. Voilà. Donc, je répète, pour les sorties cette semaine, donc vous avez Abigail. De toute façon, Abigail, c'est la seule sortie dans les gros multiplex. Hein. Il n'y a que ça. Ensuite, dans vos cinémas de films d'auteur, vous pourrez retrouver Memory avec Jessica Chastain, Greenhouse si vous voulez un thriller coréen, Salem si vous voulez un thriller urbain, Une autre vie que la mienne si vous voulez un film drame polonais et La Belle de Gaza pour les documentaires. On va faire une première pause musicale et ce soir, je souhaitais rendre hommage à Richard Sherman, l'un des 2 frères Sherman, le dernier qui vient malheureusement de nous quitter à l'âge de 95 ans. Il nous a quittés dimanche. C'était l'un des compositeurs de tous les films Disney des années 60. Il a aussi composé les musiques pour Chili Chili Bang Bang, pour ceux qui connaissent. Et du coup, inévitablement, on va essayer de retracer un peu leur histoire. Alors, ils ont eu des Oscars pour le film Mary Poppins, mais pour le premier extrait, on va écouter I Wanna Be Like You, qui est donc la traduction anglaise de Être un homme comme vous, du livre de la jungle, cette fois-ci interprété par Robbie Williams. On revient juste après. Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Et je suis toujours en compagnie de Vincent. Bonsoir. Enfin, bonsoir, oui. Bonsoir. On ne sait jamais qui c'est qui nous écoute, qui nous prend là en plein milieu, tout ça, dans les voitures, chez vous, parce que vous pouvez écouter. Nous allons parler de cinéma, si vous n'êtes pas au courant. Voilà, si vous n'êtes pas au courant.
Laurent. Et puis on peut rappeler que Radio Grand Lac maintenant on peut écouter partout et même via une application sur vos smartphones que vous pouvez télécharger dès maintenant. Allez-y, elle est très très bien faite, elle est toute bleue et blanche. Donc je l'ai téléchargée. Ah oui, elle fonctionne du tonnerre. Ouais, c'est pas mal. Du coup, en deuxième partie de notre émission, là, nous vous avons bien présenté les sorties de la semaine. Et puis là, il est temps de parler de nos avis sur les semaines précédentes. Alors, avant que je rentre dans le vif du sujet sur l'éléphant au milieu de la pièce, est toujours disponible et que nous vous avons conseillé les semaines précédentes, Fall Guy, si vous voulez, un divertissement d'action classique. La planète des singes, le nouveau royaume, pour un blockbuster un petit peu plus, on va dire, disons qu'il va vous en demander un petit peu plus, mais ça reste quand même de la grande aventure et accessible à tous. Le deuxième acte de Quentin Dupieux que j'ai beaucoup apprécié. Et moi j'ai très envie d'aller le voir, celui-ci. Ah oui, franchement, si vous avez 1h20, parce que ça ne dure qu'1h20, si vous avez 1h20 de libre, foncez voir le deuxième acte de Quentin Dupieux. On est mitigé ou partagé concernant Back to Black, toujours le biopic d'Amy Winehouse, qui vient pourtant de dépasser le 1 million d'entrées en France. Donc, succès quand même indéniable. Ce qui montre quand même que les biopics musicaux, du moins en France, Amy Winehouse doit y être pour quelque chose quand même, parce que c'est vrai qu'elle était très emblématique dans le milieu de la chanson, mais bon, encore une fois, on peut être partagé effectivement sur sa biographie. Sur la qualité du film, oui. Blue et compagnie aussi, assez mitigé sur ce film avec Ryan Reynolds qui aussi entre trop sérieux, trop enfantin, enfin voilà, il est un peu... on va dire les fesses entre deux chaises. Voilà, il s'infiltre mal et d'un côté et de l'autre. Voilà. En fait. Et par contre, on vous déconseille très très fortement le film d'horreur Les Intrus, qui véritablement n'a aucun intérêt à être vu, surtout qu'il y a mieux à se mettre sous la dent en termes d'horreur en ce moment. Donc pourquoi aller voir ça? Tu veux dire dans l'actualité en général ou cinématographique? Voilà. Parce que là, effectivement, il y a des choses un peu d'horreur, oui, malheureusement. Et du coup, inévitablement, la semaine dernière, la plus grosse sortie, c'était Furiosa Mad Max Saga, le préquel de Mad Max Fury Road, toujours réalisé par George Miller, avec cette fois-ci Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth en méchant et Tom Burke. Eh bien, Furiosa Mad Max Saga, c'était une attente tout de même, pour ma part, parce que j'ai adoré Mad Max Fury Road. Ça a été vraiment une très 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 grosse claque au cinéma il y a 10 ans. J'aimais déjà bien évidemment la saga Mad Max avant cela, et je dois dire qu'aucune des bandes annonces de Furiosa ne m'attirait. J'avais l'impression que, comme on en parlait en off, qu'il y avait un problème en termes visuels, que la colorimétrie ne collait pas, la photographie et le chef-op ne sont plus les mêmes par rapport à Fury Road. Il les a changés. Et ça se voit, c'est un peu ça le problème. Un petit côté, comme on disait, un peu virtuel, un peu pas très réaliste. Donc ça peut plaire effectivement à certains, mais ça peut être gênant. Et moi j'ai pensé à ça en voyant les bandes annonces. Mais je m'étais dit que peut-être ce serait peut-être un peu différent sur un grand écran et tout. Alors donc tu vas peut-être nous dire qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien franchement je suis le premier navré à le dire, mais j'en suis sorti extrêmement déçu. D'accord. De ce Furiosa. Alors Guillaume qui n'est pas là vous dirait qu'il l'a encore moins aimé. Moi j'ai quand même apprécié, parce que il y a des choses qu'on ne peut pas ne pas retenir. C'est-à-dire que la réalisation de George Miller reste extraordinaire. Magistral, je pense qu'on peut dire ça. Il y a des plans de caméra qui sont dingues. On se pose même la question comment il arrive parfois à commencer de l'extérieur, à rentrer dans l'habitacle des véhicules et puis à ressortir. Enfin, il y a vraiment une vraie maestria là-dedans. Et puis il filme l'action comme personne. C'est-à-dire que on a quand même droit à des séquences de course-poursuite que personne n'avait osé nous montrer juste avant. Là, on a quand même une séquence où on a un camion qui se fait attaquer par des gens qui ont des deltaplanes. Enfin voilà, c'est mélange très des généreux. choses très mécaniquement sophistiquées, puis des choses un peu moins qui s'insèrent au milieu, quoi. Il fait un mélange de genres à ce niveau-là, quoi. Et surtout, ce qu'il aime bien faire, c'est jouer sur différentes échelles, c'est-à-dire qu'on a plusieurs dimensions à la séquence d'action. Ce n'est pas c'est pas linéaire, et pour ça, le film reste. Il est assez royal, formidable. Oui, il reste formidable.
Par contre, le problème tout de même, c'est que en termes de casting, c'est assez déséquilibré. On va avoir Anya Taylor-Joy qui joue vraiment plutôt bien son rôle. De toute façon, elle a très peu de dialogue, mais elle habite le personnage de Furiosa. On pourra dire quand même qu'elle a moins de facilité et de naturel que Charlize Theron dans Fury Road, qui en un simple jeu de regard, vous avez l'impression de la connaître. Cette actrice, je trouve. Ah oui, elle est formidable. Moi, je l'avais beaucoup aimé dans Atomic Blonde. Oui, bien sûr. Là, j'avais trouvé les scènes de baston et de bagarre époustouflantes. C'est vrai. Et là, Anya Taylor-Joy s'en sort plutôt bien. Le problème, c'est que sur 2h30, je vais pas vous mentir, on la voit que la dernière heure. Voilà, c'est qu'il y a une longue, beaucoup trop longue période d'introduction du film qui fait la part belle du coup au dialogue, ce qui est un peu étrange pour un Mad Max qui est une saga réputée pour être assez sporadique en termes d'échanges. On disait que Fury Road avait un nombre de répliques qui était à peu près 260 sur 2 heures de film. C'est ça. Onomatopée comprise. C'est donc ça. C'est quand même assez... c'est très disserte. Pas très disserte pour le coup. Et effectivement, ça peut paraître étonnant. Et alors là, il y a peut-être, d'après ce que tu dis, beaucoup trop de dialogue peut-être. Presque beaucoup trop, oui, parce qu'il y a des échanges entre certains personnages qui sont un peu... en fait, le problème, c'est que vu qu'on est habitué à un certain rythme dans les films Mad Max, il y a plein d'échanges où on se dirait, oui, alors c'est intéressant pour la personne qui veut le développement de l'univers, mais ça fait pas avancer l'histoire. Donc on se dit, on est un peu sur du surplace un certain nombre d'instants. Donc ce qu'on voit est beau, c'est-à-dire qu'on a des beaux plans lorsqu'il n'y a pas d'effet visuel un peu criard, mais est-ce qu'il manque pas un petit côté plus ludique, plus fantaisiste dans cette histoire-là? Est-ce que c'est pas trop sérieux justement? Je vais même te dire un truc, c'est que pour moi la première chose qui m'est venue, c'est où est la folie? C'est-à-dire que Mad Max, quand même, c'est connu pour être un monde, c'est mad. Dans Mad Max, il y a le mot mad. C'est-à-dire qu'il y a le mot folie. Là, pour l'occasion, peut-être que le film souffre quand même du fait que ce n'est qu'un préquel à Fury Road. Et du coup, une fois qu'on a vu Fury Road, on connaît à peu près tout ce qu'on connaît en termes de folie. C'est-à-dire qu'on revoit les War Boys, on revoit Immortan Joe, le méchant de Fury Road. Donc ces designs-là, on s'y est déjà habitué. Donc il n'y a pas de nouveau design. On se dit waouh, c'est complètement dingue ce qu'il a fait. Finalement, on ne retrouve que des personnages connus, sauf le personnage de Chris Hemsworth. Mais alors bon, la seule folie du personnage de Chris Hemsworth en termes physiques, c'est juste qu'il a un faux nez. Alors bon, ça va pas très loin. Et le problème du personnage de Chris Hemsworth, c'est que oui, il est assez fou. Dans le sens qu'il est assez exubérant dans sa façon d'être. Voilà, il est exubérant. Il n'a pas de plan défini. Il improvise beaucoup, mais c'est très ridicule, trop ridicule. Et le problème, c'est qu'on a l'impression que Chris Hemsworth ne sait jouer que ça. Fort heureusement, il se rattrape sur la fin, où là, il délivre une interprétation vraiment très premier degré du rôle de méchant, mais assez juste. Voilà, sans trop en dire, il va clairement dire à quoi bon. Enfin, voilà, pour résumer finalement son dialogue, il va dire à quoi bon. Et ça fonctionne très bien, surtout que l'une des dernières séquences est parfaitement réussie, que ce soit en termes de décor, en termes d'interprétation, Chris Hemsworth, Anya Taylor-Joy. Tout est vraiment bien écrit. Mais voilà, il faut quand même se fader une bonne heure 30 ça fait un peu d'introduction. Surtout qu'il n'y a pas c'est pas exempt d'incohérence non plus, puisque on va supposer à un instant que le personnage doit cacher le fait qu'elle soit une femme, parce que sinon le méchant pourrait l'utiliser différemment. Et puis au final, non. Donc voilà, il y a plusieurs éléments qui s'annulent l'un l'autre. Est-ce que ça apporte beaucoup à Fury Road? Je trouve pas. Voilà, le seul apport qu'on pourrait dire, c'est qu'on comprend un peu mieux pourquoi Furiosa fait rapidement confiance à Mad Max dans Fury Road, puisque elle va croiser la route d'un personnage qui ressemble un peu à Mad Max. Mais alors malheureusement, l'acteur, c'est Tom Burke. Je trouve que dans le film, il n'y a pas beaucoup de charisme. D'ailleurs, j'ai dit à Guillaume, c'est Marcel Butler, c'est-à-dire que c'est le petit frère de Gérard Butler en termes physiques, mais voilà. Ça va pas plus loin que ça. Par contre, oui,
Si vous y allez pour l'action, il y en a. Mais sachez quand même que sur 2h30, il y en a pas énormément non plus et que le rythme est vraiment en dents de scie et que vous risquez un peu de vous ennuyer tout de même. Je disais la dernière fois, lors de la précédente émission, qu'il avait quand même ce truc de pouvoir nous permettre de suivre l'action en continuité par le fait qu'il y avait des plans séquences qui sont toujours au centre. C'est vraiment sa marque de première. Et il y avait également autre chose que dont j'ai oublié de parler la dernière fois, c'était qu'apparemment il utilise de manière assez subtile l'accélération et le ralentissement des scènes en fonction des effets qu'il veut y rendre. Donc c'est à peine perceptible, mais ça donne quelque chose de très intense, de très fort. De très puissant dans la manière de filmer les scènes d'action qui pour le coup sont bien suivies et qui sont bien prenantes pour le spectateur. Ah, ça c'est sûr. Et en fait, le problème, c'est que je me suis rendu compte que Fury Road fonctionnait diablement bien parce que finalement, c'est un seul et grand climax de 2 heures. C'est-à-dire que le rythme ne dessert jamais. Et le problème, c'est que quand on te délivre des séquences d'action d'aussi grande ampleur dans Furiosa, et qu'on coupe tout de suite après avec une longue série de dialogues, et ça fait t'as l'impression que le film ça casse le rythme un petit peu, quoi. T'as l'impression que le film, pour reprendre l'analogie avec les voitures, le film est à 2 vitesses. Et le souci, c'est que l'histoire, c'est une histoire de vengeance, comme on en a vu énormément. Donc, il faut réussir à t'embarquer là-dedans. Ça pourrait le faire, vu que c'est une histoire plutôt simple. Mais le problème, c'est que on a Chris Hemsworth qui est beaucoup trop ridicule. Donc, à chaque fois, en fait, on est sur le presque. C'est le presque génial, mais on n'y arrive jamais. Sauf dans les séquences d'action. Et du coup, on en sort en disant, c'est bien, mais on est tellement loin d'un Fury Road qui, pour moi, est un 10 sur 10. De là, ça marque vraiment l'importance que peut avoir le rôle du méchant dans n'importe quel film que ce soit. Oui. Et c'est très, très, très important, en définitive. Surtout sur ces films-là, où généralement, le méchant, c'est le personnage qui parle le plus. Voilà. Et tout le monde n'est pas, par exemple, un Jack Nicholson ou un autre acteur, je sais plus, là, comme ça, je vois pas tout de suite, mais je pense que c'est des rôles qui sont aussi important, sinon plus important même peut-être que les personnages principaux parfois, parce que c'est ce qui donne la mesure de l'autre acting, quoi. C'est ça. Et puis la motivation, c'est-à-dire que plus le méchant est... Mais il faut que ça soit subtil, justement, aussi. Il faut pas que ça soit trop ridicule, il faut pas que ça soit non plus trop sérieux. C'est tout un dosage, à mon avis, qui est assez subtil à prendre. Et là, pour le coup, je trouve que il y a plein d'endroits où le dosage est pas bon, Georges. Hélas. Bon, écoute, moi j'étais un peu partagé sur l'idée d'aller le voir, mais si et Guillaume et toi n'êtes pas tellement satisfait de ça, je pense que je pourrais faire l'impasse facilement et attendre qu'il sorte sur un écran, on va dire lambda. De toute façon, moi, c'est sûr et certain, je le reverrai. Parce que c'est fort possible que j'ai besoin quand même de le digérer sur plusieurs, sans doute aussi, sur plusieurs éléments. Mais reste que et puis le film divise. On va pas se mentir. Il y a beaucoup de gens qui en sortent déçus. On était au pâté à Chambéry avec Guillaume. Il y a beaucoup de gens dans la salle qui ont bâillé. Ah ouais, oui. Donc voilà. Donc au bout d'un moment, quand on va voir un Mad Max et que les gens bâillent, c'est qu'il y a quand même un problème. Mais voilà, j'espère que je réapprécierai le film à sa juste valeur. Là, pour l'instant, pour moi, c'est un acte manqué. Encore une fois, la bande-annonce est incroyablement efficace, en définitive, je trouve. Parce que c'est vrai que, à part ce côté un petit peu superficiel de l'image, qui, moi, me gênait un petit peu, je trouvais que c'était quand même assez attrayant. Oui. Mais voilà, malheureusement... Mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout. C'est donc tout pour notre avis sur Furiosa Mad Max Saga, que vous pouvez encore retrouver dans les salles des Toiles du Lac Aix-les-Bains et Pâté à Chambéry. On va faire une deuxième pause musicale avant de nous attarder sur le palmarès du Festival de Cannes. Et du coup, après avoir rendu une première fois hommage aux frères Sherman, on continue avec cette fois-ci
La chanson des Aristochats de Maurice Chevalier, c'est le dernier enregistrement de Maurice Chevalier de sa carrière. Les frères Sherman avaient réussi à le ramener dans un studio et pour interpréter du coup une chanson en anglais mais avec un accent bien franchouillard. C'est donc The Aristocats, comme dirait Maurice Chevalier, et on revient tout de suite après. Détendez-vous, vous écoutez Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Et maintenant il est temps, en dernière partie d'émission, de revenir sur notre focus sur le palmarès du Festival de Cannes, sur le Festival de Cannes en général. Alors la cérémonie de clôture était pas plus tard que samedi dernier à 18h. Et alors là on a eu plusieurs prix assez surprenants, enfin surprenant, oui et non, parce que c'est un peu ça qui est dommage avec le Festival de Cannes, c'est qu'au final, quand on suit la cérémonie de clôture, quand on sait les gens qui sont rappelés, bon, on sait que du coup que c'est eux qui ont des prix, parce qu'évidemment ils vont pas rappeler des gens pour leur dire revenez à Cannes. Bon, finalement vous n'avez rien. Mais bon, il y avait quand même un petit suspense. On savait que Francis Ford Coppola était revenu, donc on se disait est-ce qu'il va recevoir quelque chose. Finalement, il était juste là pour remettre la palme d'or d'honneur à George Lucas, son grand pote. Du coup, c'était très touchant. Il faisait office de caméo, quoi. Voilà, de caméo. Et d'ailleurs, ce que les gens ont apprécié, c'est que le matin même, des gens qui ont voulu rattraper son film Megalopolis, eh bien, il a débarqué au début de la séance en disant bon, bah voilà, ça c'est mon film. Alors du coup, les gens pensaient qu'ils n'allaient pas voir Francis Ford Coppola, et finalement, il était là. C'est vrai que ça, c'est un peu la magie cannoise, quoi. C'est qu'on croise des gens et on pensait pas les voir. C'est assez formidable. Mais donc du coup, ce palmarès est surtout marqué par plusieurs prix. Un prix spécial, bien évidemment, pour Les Graines du figuier sauvage de Mohammad Rasoulov, qui est donc un réalisateur iranien qui a réussi de peu à échapper à l'Iran et surtout à une peine. Je ne sais plus de quoi était la peine, hein, mais c'était surtout parce que, voilà, évidemment, il a un avis contraire au régime et du coup, comme beaucoup d'entre eux actuellement, voilà. Et hélas, la seule solution, c'est l'exil pour éviter les peines. On a aussi un prix du jury et un prix d'interprétation féminine pour le nouveau film de Jacques Audiard, Emilia Pérez, qui sortira donc fin août. Je crois que la date de sortie a été avancée. Moi, j'aime beaucoup Jacques Audiard. J'avoue que ça me donne très envie, même si certains disent c'est un beau nanar. Alors beau nanar, c'est-à-dire quoi? C'est un bien mauvais film, c'est étrange. Voilà, apparemment on adhère ou on adhère pas. C'est un oxymore. Totalement. Côté prix du scénario, ça a été décerné à une Française, Coralie Farja, qui a réalisé The Substance avec Demi Moore et Margaret Qualley. D'ailleurs, on supposait que Demi Moore allait peut-être avoir un prix puisqu'elle était revenue, mais finalement, c'était juste pour soutenir sa réalisatrice et scénariste Coralie Farja, qui signe donc un film d'horreur sur une actrice, je crois, ou en tout cas une femme donc d'âge mûr, Demi Moore, qui trouve le moyen de s'injecter, si vous voulez, de la jeunesse et de devenir une femme plus jeune et plus belle. Mais voilà, on tombe un peu dans le body horror, un peu à la David Cronenberg. Les gens sont assez dithyrambiques, hein. C'est vraiment l'un des films qui a le plus plu à Cannes cette année. Donc j'ai assez hâte de voir le résultat de ce film qui pour l'instant n'a pas de date de sortie. En prix d'interprétation masculine, j'ai envie de dire que c'est un peu sa période en ce moment, c'est Jesse Plemons qui sort avec un prix d'interprétation pour le film Kinds of Kindness, le nouveau film de Yorgos Lanthimos qui nous avait fait Pauvre créature en début d'année. Kinds of Kindness, vous pourrez le voir fin juin, si je ne m'abuse, je crois le 26 juin. C'est un film de 3 heures qui mêle en fait 3 histoires différentes. Et alors là, on a un casting Emma Stone, Jesse Plemons, Margaret Qualley, Willem Dafoe. Enfin, voilà, les gens sont sortis assez mitigés. Certains ont beaucoup apprécié, d'autres non. Mais Jesse Plemons, c'est un acteur assez en vogue en ce moment, et je pense que il a pas fini de nous étonner. Et je serais même pas surpris qui remporte pas un petit Oscar pas enfin, mais en début d'année prochaine.
Sinon, on pourra souligner le prix de la mise en scène qui revient à un film portugais, le film de Miguel Gomes, c'est Grand Tour, qui a fait un discours pour souligner à quel point il était finalement assez rare que les films portugais arrivent jusqu'au Festival de Cannes et que il était temps peut-être que ça change. En tout cas, celui-ci a bien fonctionné. Il faut essayer de faire plaisir un peu à tout le monde. Bien sûr. Bon, il y a quand même beaucoup de nations à représenter. Oui. Et pas des moindres pour le pays d'après, puisque c'est All We Imagine As Light, le film indien qui a remporté le Grand Prix, réalisé par Payal Kapadia. Et je crois que ça faisait plus de 20 ans qu'il n'y avait pas eu de film indien en compétition pour la Palme d'Or. Donc c'est quand même bien que finalement la représentation continue et le film serait de grande qualité puisqu'il a remporté le Grand Prix. Et enfin, la Palme d'Or revient à un film américain, Anora, de Sean Baker. Sean Baker, c'est un réalisateur que vous connaissez peut-être pour le film The Florida Project avec William Dafoe. Personnellement, j'avais détesté. Donc, savoir si Anora, qui n'a pas encore de date de sortie pour l'instant, mais qui est l'histoire donc d'une travailleuse de sexe qui tombe amoureux avec le fils d'un oligarque russe. Et lorsque les parents de ces derniers vont apprendre la relation, ils vont débarquer pour essayer de stopper toute tentative de mariage. Voilà, donc, avec un synopsis pareil, je ne sais pas si c'est un drame ou une comédie. En tout cas, ça peut avoir des relents de réalisme en tout état de cause. Tout à fait. Donc à voir. De toute façon, on aura bien évidemment l'occasion d'en reparler, puisque généralement la Palme d'Or de Cannes reçoit d'autres récompenses ou en tout cas fait grand bruit lorsque ça sort en salle en France. C'est tout pour le palmarès du Festival de Cannes. Alors, on a quelques anecdotes sur le Festival de Cannes. Oui. D'ailleurs là, avec la liste des prix là, que tu as énoncé, on se rend compte qu'il y a beaucoup de films finalement assez traditionnellement et généralement au Festival de Cannes qui sont donnés à des films qui n'emporteront pas plus que cela l'engouement du public populaire, donc voilà, qui seront peut-être pas vus spécialement, qui sont peut-être un peu élitistes, un peu aussi pour peut-être brosser dans le sens du poil certains réalisateurs qui n'avaient pas eu la palme. Ceci étant, des grands réalisateurs n'ont pas eu non plus la palme. Voilà. Et donc, il faut savoir quand même, le Festival de Cannes, c'est on peut dire une vieille dame, puisqu'elle a 84 ans. Elle date de septembre 1939. Donc, ça dira peut-être quelque chose à certains. C'est peu après que s'est déclenchée la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est la raison pour laquelle ce festival qui devait se déclencher dans les eaux du 20 septembre n'a pas pu se faire immédiatement et ça s'effectuera plus tard, bien entendu, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Et ça se fera en 1946. Et en fait, l'origine en fait du Festival de Cannes est venue aussi parce que il y avait un engouement très très marqué par des nations comme l'Italie et l'Allemagne, qui étaient, comme vous le savez à cette époque-là, dirigées par des dictateurs, et donc qui se servaient plus ou moins de ce nouveau mode de communication qui était le cinéma, qui commençait à prendre ses lettres de noblesse. Et donc la France, ne voulant pas être en de reste sur un point de vue culturel, là pour le coup, a voulu donc créer ce fameux festival de cinéma. Et figurez-vous, ça va peut-être étonner certains, que parmi les villes qui étaient candidates à la réception de ce festival, figurez-vous qu'il y avait Aix-les-Bains. Donc on vous rendez compte, on est passé de peu, c'est dommage quand même. Moi j'aurais bien aimé avoir eu le festival d'Aix-les-Bains, plutôt, qui aurait pris l'ampleur qu'a pris celui de Cannes. La Palme d'Or d'Aix-les-Bains. Voilà. Et c'est bien dommage qu'on n'ait pas eu la possibilité de voir ça. Et oui, rendez-vous compte, Brad Pitt serait passé sous vos fenêtres. On aurait été content, Kevin, et puis Guillaume. Oui, même de voir Demi Moore débarquer avec ses bains, c'est clair.
puis tous ces éminents personnages. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de George Miller pour la saga de Mad Max, et il avait quand même lui-même participé, comme je lui avais dit la fois précédente, à 3 fois au Festival de Cannes, puisqu'il avait été membre à 2 reprises et il avait été président. Alors je ne me rappelle plus, je l'avais dit la fois dernière, mais je ne me souviens plus en quelle année. Et il avait été président d'un des festivals. Oui. Non, mais ça devait être l'un des derniers. C'était sans doute après Fury Road, justement. Oui. Peu après Fury Road. Je pense aussi. Mais d'ailleurs, est-ce que tu as 1 ou 2 palmes d'or, toi, que tu retiens il y en a quand même pas mal, qui me parlent. Puis il y a des grands films, il y a des choses qui m'intéressent. La Dolce Vita, évidemment, de Federico Fellini. Si on remonte d'un point de vue plus donc chronologique. Après, t'as le Guépard. Le Guépard, c'est extraordinaire. Je trouve ça superbe. C'est avec une mise en scène exceptionnelle et puis des acteurs éminemment charismatiques. Claudia Cardinal. Ouais, Claudia Cardinal, puis Alain Delon, et puis donc l'acteur américain. Oui, voilà. J'avais plus, donc c'est pour ça que sur le bout de la langue. C'est pour ça que j'y allais pas, mais t'as tenté. Burt Lancaster. Voilà, tout à fait. Ça m'est revenu. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, en fait, on se rend compte dans les Palmes d'Or qu'il n'y a pas tant parce que même si c'est un festival donc qui a été à l'initiative, dont ont été à l'initiative les Français, et qui a une renommée désormais internationale, même au-delà du festival de la Mostra de Venise, et puis de la Berlinale. Il n'y a pas tant de films français qui ont été récompensés que ça. Au moins, ça montre que on cherche pas à récompenser. Ça fait à côté le chauvinisme. Voilà, tout à fait. Non, c'est bien parce qu'il y a eu beaucoup de films américains, une ouverture. Alors ça, c'était parce qu'il y avait un parti pris dès le départ où ils étaient quand même un peu en cheville pour pouvoir, je dirais, démarrer le truc. Et puis il y a quand même eu, alors en film français, il y a quand même eu Un homme et une femme de Claude Lelouch en 66. Oui. Donc ça, c'était marquant, je pense, pour beaucoup de spectateurs déjà, ne serait-ce que de cette époque-là, quoi. Bien sûr. Voilà. Et puis autre palme d'or qu'on pourrait citer, il y a aussi Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. J'allais en parler juste après. Qui s'est fait, qui à l'époque s'était fait huer, démonter. Ouais. Alors pas huer, il s'était fait démonter par les critiques américaines. Donc avant qu'il soit passé à Cannes, et là on se retrouve dans une situation à peu près équivalente sur le Megalopolis de Francis Ford Coppola, qui s'est fait copieusement huer. Mais on rappellera qu'il y a aussi un autre film qui s'était fait huer. Et qui avait eu la Palme d'Or, c'était Pulp Fiction. Voilà. D'accord. Mais au final, maintenant, combien de personnes a un poster de Pulp Fiction chez lui ? Il y en a quand même pas mal. Mais c'est pas si étonnant que ça que les Américains, soient un peu réticents à des films comme Apocalypse Now, parce que ça montre pas quand même le côté très sympathique de leur intervention au Vietnam. Et je pense que c'est à ce sujet-là. Alors eux, ils veulent bien le faire quand c'est eux qui s'en occupent, mais il faut peut-être pas trop les titiller à ce sujet. Et puis il faut qu'on ait leur aval, quoi. C'est vrai. Et puis après, autre Palme d'Or, alors moi personnellement c'est un film que j'adore, c'est Kagemusha d'Akira Kurosawa, un film de 1980. Si vous aimez les films de samouraï, les films grandioses avec énormément de séquences de bataille et une interprétation extraordinaire, parce que Kagemusha c'est quand même le rôle d'un voleur qui doit jouer le rôle d'un grand chef samouraï qui serait absent. Enfin voilà, c'est-à-dire que ce qui se joue en termes de guerre, c'est grandiose, mais ce qui se joue aussi également dans la petite histoire, c'est-à-dire finalement qu'on parle d'un acteur, c'est assez formidable, et c'est un film de 2h40. Ouais, puis ils sont assez fortiches, je trouve, les Japonais, dans la mise en scène. Et puis Kurosawa, c'est quand même un incontournable du cinéma, je dirais international même. Tout à fait. Et une Palme d'Or qu'on oublie un peu, qui est pour moi l'un des films que j'adore aussi des années 80, avec peut-être la meilleure composition d'Ennio Morricone, c'est Mission de Roland Joffé, avec Robert De Niro et Jeremy Irons. Effectivement, très belle musique d'Ennio Morricone, effectivement. Magnifique. Et puis des décors formidables. C'est un film qui doit être comme
beaucoup plus facile à retrouver maintenant, je pense. Il doit être disponible sur une plateforme de streaming ou quoi que ce soit. Il passe assez régulièrement à la télé. C'est un très 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 beau film. Peut-être un film qu'on n'arriverait plus à faire maintenant, c'est-à-dire vraiment que dans des décors naturels, avec un peu une forme de lutte contre les éléments également. On sent que le tournage dans la jungle ne s'est pas fait de tout repos, mais voilà, c'est un très 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 grand film. Et après, en autre Palme d'Or aussi que je trouve finalement aussi bataille contre les éléments, c'est la leçon de piano de Jane Campion. Il était pas mal, ouais, j'ai bien aimé. Hein. Il y avait une très belle photographie dans ce film. Je crois qu'on n'a jamais vu, à part dans Le Seigneur des Anneaux, on n'a jamais vu la Nouvelle-Zélande aussi belle, mais aussi sauvage. Oui, et puis un jeu d'acteur très très émouvant et très fort, très très puissant, et alors qu'il n'y avait pas tellement de dialogue. Ah oui. Donc il y a Harvey Keitel, hein, si je ne m'abuse. Harvey Keitel, Sam Neill et puis Holly Hunter dans le rôle principal. Voilà. Et puis on a un peu zappé, mais on parlait des Français qui n'ont pas eu tellement de prix, mais il y avait quand même Maurice Pialat avec son fameux Sous le soleil de Satan en 1987. Qui est sport différent. Il y avait eu cette fameuse scène. Il y a eu pas mal de choses qui ont émaillé le Festival de Cannes, mais entre autres celle-ci est assez remarquable et avait retenu l'attention de fameux, si vous vous souvenez bien, de Maurice Pialat qui s'était manifesté sous la huée du public, je crois, hein, il me semble, c'était le public qui disait si vous ne m'aimez pas, sachez que moi non plus je ne vous aime pas. Et puis voilà, c'était assez rigolo en définitive quand on y repense. Oui, mais c'est ce qui fait un peu tout le sel du Festival de Cannes aussi. Bien sûr, c'est qui fait son charme aussi, parce qu'on attend tous les grandes réactions. Voilà, on attend tous des petites choses qui vont créer le buzz. Alors, soit des choses un peu choquantes, soit des commentaires qui sont mal perçus, qui créent polémique, soit des événements inattendus, un saint qui se dérobe sur les marches de Sophie Marceau. Tu vous entends. Donc tout ça marque évidemment les esprits, et ce qui fait peut-être aussi l'ambiance du Festival de Cannes, et qui finalement est pas si désagréable que ça à mon sens. Non. Puis je peux dire que quand on est sur place, quand j'avais fait le Festival de Cannes en 2021 et 2022. On contribue vraiment à la ferveur, et on sent vraiment que c'est très vivant. Bon, et moi, il y a certains comportements que je regrette amèrement. Ça va être les personnes qui partent au bout d'une demi-heure de film parce qu'en fait, ils n'en ont rien à faire du film. Ils sont juste là pour montrer leur robe ou leur costard. Ça, c'est vraiment pour moi, c'est l'occasion de se montrer dans ses plus beaux atours. Ah oui. Mais moi, je t'avoue qu'au début des 15 jours, tu sors le beau costard et tout. À la fin des 15 jours que tu n'en peux plus, tu sors juste la chemise, le pantalon habillé, ça va passer. Il y en a qui sortent même sans sous-vêtements. Hein. Apparemment, il y avait une actrice porno, alors je sais même plus tellement son nom, qui avait fait de manière volontaire soulever sa jupe pour montrer que effectivement, elle ne portait pas grand-chose dessous. Et voilà. Mais ça, c'était pour la provoque. C'est pour la provoque. Et puis bon, la provoque à Cannes, on se souvient de beaucoup de projections. Irréversible de Gaspard Noé, qui avait grandement choqué par sa longue séquence très 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 éprouvante de viol incarné par Monica Bellucci. Oui, tout à fait. Ça avait beaucoup choqué. Inversé. Enfin, comment c'était inverse En fait, l'histoire du film est inversée. C'est-à-dire qu'on commence par la fin et on finit par le début. Moi, j'avoue que je connais donc le principe du film. J'avais vu quelques extraits, mais je l'ai jamais vu en entier et j'ose pas trop le voir, ce film. Alors moi, je l'ai vu et le début, ça donne un peu la gerbe parce qu'il y a des mouvements de caméra pas terribles, mais très particuliers. Mais par contre, le film est très éprouvant, mais ça reste quand même assez fort, assez puissant. Autre séance qui avait été particulièrement choquante, c'était il y a quelques années, la deuxième partie de Mektoub My Love Intermezzo d'Abdelatif Kechiche. Oui. Puisque, alors, on ne peut pas le dire, parce que le film n'est jamais sorti.
C'est-à-dire que le film n'est jamais plus loin que sa projection à Cannes, et il paraîtrait que le film, sur 3 heures, il y a une séquence de sexe de 1 demi-heure, et les gens sont sortis en disant au bout d'un moment c'est rien, il y a rien, donc on s'en va. Voilà, donc je ne sais pas si un jour on verra ce film qui n'est toujours pas sorti, et je ne sais même pas si le réalisateur continue à travailler sur ce film ou sur un montage ou quoi que ce soit. Mais voilà, Cannes, c'est aussi la mise en avant d'un certain cinéma. On ne peut pas ne pas évoquer quand même la Palme d'Or pour Parasite en 2019 pour Bong Joon-ho, qui a quand même permis de redonner un essor au cinéma coréen dans le monde, surtout aux États-Unis, parce que en France, on va dire depuis Old Boy en 2003, on avait quand même commencé à souligner l'importance de ce cinéma-là, mais aux États-Unis, c'était vraiment très peu répandu. Ah bah, ils sont très chasse-gardés aussi, et voilà. Et nous, ils n'aiment pas les sous-titres. Voilà, et puis on a quand même une forme de cinéma qui est quand même assez ouvert sur l'ensemble des pays, et ça c'est cocorico, quoi. Je trouve que c'est chouette. Tout à fait. De pouvoir découvrir d'autres films, d'autres sensibilités à ce niveau-là, parce que c'est aussi ça. Voilà, donc c'est un peu tout ça, le Festival de Cannes, et puis cette année la Palme d'Or remise à Anora de Sean Baker. On vous reparlera bien sûr des différents films du palmarès lorsqu'ils sortiront en salle en France. Pour la plupart, on a des dates de sortie courant août, septembre, mais pour les d'autres, rien du tout. Donc on vous en reparlera en temps et en heure. C'est la fin de cette émission. Pour la programmation de la radio, demain vous retrouverez une émission spéciale, les 20 ans des Cœurs Polissons, de 11h à 11h45. Puis ensuite l'émission Questions de parents présentée par Elodie L, de 12h15 à 12h45. Et enfin l'émission Parents autrement, présentée par Pauline, de 13h à 14h. Pour finir l'émission, une dernière chanson. Alors cette fois-ci, j'ai un petit peu triché, c'est-à-dire que les frères Sherman ont collaboré avec Kenny Loggins pour leur dernier Disney sorti dans les années 2000, qui était donc les aventures de Tigrou, parce qu'ils ont aussi fait les chansons de Winnie l'ourson. D'accord. Et Kenny Loggins avait chanté pour les aventures de Tigrou, mais Kenny Loggins, c'est surtout, et j'ai envie de dire, avant Footloose, du film Footloose. Ouais. Donc on va avec Kevin Bacon. Avec Kevin Bacon, et oui, Bacon. Excellent. Mais après, si tu aimes le bacon, il n'y a pas de problème. Kevin Bacon, et donc c'était Kenny Loggins, Footloose. On se quitte là-dessus. D'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma et passez une très bonne semaine à vous. À bientôt. Ciao, ciao.